Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous savons que vous aimez le savoir et la connaissance, raison pour laquelle Belle Ligne vous offre un beau cadeau spirituel. Professeur Mamoussé Diagne, Felwine Sarr et Hamidou Anne qui partagent un même plateau. Ne dites pas merci parce que nous savons tous que les esprits ont besoin des esprits. 3 esprits pour passer à la loupe, 4 thèmes, la santé, la sécurité, la politique et l'éducation. Pensée 2022, premier numéro de l'année 2022 pour votre émission du livre de la lecture et de l'écriture. Professeur Mamoussé Diagne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes agrégé de philosophie et professeur titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur de plusieurs ouvrages et on gardera toujours en mémoire ce chef-d'œuvre, la critique de la raison orale. Nous sommes également avec Felwine Sarr, bonsoir. Bonsoir. L'un des penseurs les plus influents du moment, auteur d'un chef-d'œuvre, nous en parlions tout à l'heure en coulisses, Afrotopia, mais pas que, Daïdj, La saveur des derniers mètres et votre dernier ouvrage, grand acteur du rapatriement de notre imaginaire, autrement dit, le rapatriement des œuvres africaines. Nous sommes également avec Hamidou Anne, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur, essayiste, diplômé de l'École nationale sénégalaise d'administration, de même que la France. Votre plume ou bien vos analyses fines distillent dans le monde audiovisuel. 3 invités donc, on va commencer par la santé avant tout, que Dieu nous en procure davantage. Le défi du moment, le défi de l'heure, c'est le coronavirus. Scientifiquement, ce virus échappe à nos intelligences, mais spirituellement, professeur Mamoussé Diagne, est-ce que c'est possible de saisir le virus spirituellement? Il est possible sans doute de tracer autour de ce virus, c'est-à-dire de cet être qu'on ne voit pas, oui, dont on sent les effets. Et il est possible de tracer autour de lui un cercle de signification, un cercle qui n'a pour destin final que d'être résorbé finalement de l'intérieur par le virus et de disparaître, de perdre toute possibilité de substantialité ou de vie simplement et de mourir à terme. Donc un virus de ce type qui est le coronavirus a cette vertu d'être et de ne pas être en même temps, puisqu'il fait cesser d'être ce qu'ils sont. Oui. C'est ça qui et surtout ce qui porte la couronne, non? Il garde sa couronne, non? Le coronavirus. Absolument, parce qu'il découronne ceux qui sont couronnés déjà. Il le dit comme pour le signifier qu'il est seul à mériter la couronne, vraiment. Et nous sommes dans le monde des incertitudes, le monde des certitudes n'est plus. Felwine Sarr, comment vivre en cette période d'incertitude, d'angoisse, d'anxiété? Est-ce que c'est plus stressant que d'habitude? Je pense qu'une des choses que nous avons apprises, c'est que fondamentalement, on est condamné à vivre avec de l'inconnu devant soi et de l'incertitude. Et qu'on avait l'illusion, en fait, de la maîtrise, de l'appréhension du temps à venir et de toutes ces dimensions. On se retrouve dans une situation où nous devons réapprendre, justement, à faire avec l'incertitude, à la probabiliser lorsqu'on est économiste, et puis à être dans une stratégie essai-erreur quant à la réponse à apporter, avec une réponse non fixe, avec un virus qui mute, avec des certitudes qui vacillent, et avec un nouveau rapport entre savoir et société. Que savons-nous et ce que nous savons, comment en faire une lucidité agissante? Et la grande difficulté que nous avons, c'est celle-là. Avec aussi un rythme d'acquisition du savoir qui est long, devant une impérieuse nécessité, une nécessité qui est là, à laquelle il faut apporter une réponse. Et nous n'avons pas encore eu le temps d'en apprendre assez pour apporter des réponses assurées. C'est parce que nous ne savons encore rien? Nous savons un peu, mais pas suffisamment. Et ce que nous savons demeure incertain et demeure mouvant. Et la grande difficulté, c'est sur quoi fonder une action. Et pourtant, il faut agir. On ne peut pas attendre d'en savoir le fin mot de l'histoire. Et justement, on est dans cette tension qui est intéressante. Comment justement, la question du savoir, donc comment elle irrigue une urgence sociétale et comment on articule les deux. Un savoir en construction et une réponse à apporter. Nous voulons savoir, mais nous n'en savons que peu. Est-ce que ce virus-là nous apprend l'humilité, Hamidou Anne?
Effectivement, il nous apprend l'humilité. Le professeur Mamoussé Diagne parlait récemment dans une de ses interviews de virus totalitaire, donc qui touche tout le monde et dans différentes déclinaisons et donc qui n'épargne finalement personne. Donc il nous invite à l'humilité parce que nous ne savons pas. Fait lui parler de savoir, et ce qui m'a marqué aussi durant ces 2 dernières années, c'est 2 choses, c'est la peur, c'est vivre avec la peur du monstre qui foudroie et qui ne prévient jamais, c'est vivre aussi avec la peur de l'autre. Nous sommes de traditions très humaines, très humanistes, parlons de l'homme et le rebelle de l'autre, mais finalement l'homme devient un danger et donc du coup il a une injonction à la distanciation physique, injonction à la distanciation sociale, et il ne faut plus serrer la main, il ne faut plus faire la bise, il ne faut plus s'embrasser, il ne faut plus s'enlacer, et finalement l'autre est rejeté complètement pour se sauver finalement. Et ce qu'on apprend aussi d'autre, c'est la question de la parole. Aujourd'hui, on vit dans une époque où la parole est très démocratique. Tout le monde peut prendre la parole parce que les aires de prise de parole se sont multipliées. Les médias de masse, les médias d'information donc continus qui doivent meubler, les réseaux sociaux. Et quelle est la parole à écouter, quelle est la parole à entendre? Celle des scientifiques qui forcément mettent en exergue leur incertitude parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils étudient et c'est dans le temps long qu'on appréhende les choses. Donc la question de la parole m'a beaucoup frappé. Mais on donne la parole aux sachants, aux savants quand il y a crise, par exemple. Si le virus n'avance pas, on voit un peu que l'habitude prend le relais. Pas forcément, on a donné la parole à un peu tout le monde parce que c'est un peu, les médias vivent de ça aussi. En tout cas, beaucoup de médias, je disais tout à l'heure, d'information continue. En 24 heures, les scientifiques sont dans les laboratoires ou sont dans des choses parfois beaucoup plus sérieuses. Et on retrouve soit des activistes, soit des journalistes, soit des chroniqueurs, soit des repris de justice qui viennent dans les médias effectivement prendre la parole sur le Covid et le lendemain ils vont parler de pétrole et de gaz et sur le lendemain d'élections locales, etc. Donc là, effectivement, on ne donne pas la parole seulement à ceux qui doivent la prendre et c'est même peut-être nécessaire. Les scientifiques n'ont pas forcément vocation à toujours prendre la parole, à habiter sur les plateaux de télévision. Exactement, surtout le coronavirus touche à beaucoup de secteurs. Ce qui est une constante, professeur Mamoussé Diagne, c'est que le virus nous a montré que le monde est dans tout, soit nous sommes tous des sains ou bien des contaminés. Est-ce que cela signifie que les frontières terrestres n'existent pas? Les frontières terrestres existent bel et bien. C'est à ce moment-là qu'on apprend à les voir. Ah oui. Allez voir, ne serait-ce qu'avec cette distance que vous avez établie déjà. Entre nous, nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas aussi proches que nous aurions pu l'être. Nous parlons, mais en nous parlant, nous entrons ici avec des masques. Chacun en a peut-être dans sa poche une qu'il va reporter tout de suite dès qu'il sortira de ce lieu qu'il pense échapper à toute tentative d'invasion sur lui. Ce qui fait que cette parole elle est limitée, elle est agencée pour n'intervenir que dans des lieux qui sont habilités à la recevoir, qui sont auparavant complètement désinsectisés, complètement purifiés, de manière à ce qu'eux seuls s'y fassent entendre. Chacun s'entend et écoute l'autre, et c'est à tour de rôle qu'on prend la parole. On ne prend plus la parole n'importe comment. On ne prend plus la parole de manière démesurée. On ne prend plus la parole sans l'avoir. Le silence, c'est une vertu. Le silence, on peut prendre la parole avec le silence, par exemple. Absolument. Oui. On se tait à ce moment-là et on fait bien de se taire. Dirait le virus, on fait bien de se taire parce que moins on parle avec l'autre, surtout de manière rapprochée, et mieux cela vaut. Il vaut mieux se taire. Le virus a cette vertu extraordinaire d'amener tout le monde à se taire et à n'intervenir qu'à tour de rôle. À tour de rôle, c'est l'ordre, c'est la mesure, c'est également la différenciation des intervenants. Par conséquent, c'est des îlots qui interviennent, c'est des îlots qui se parlent les unes aux autres, c'est des îlots qui n'échangent plus comme ils échangeaient auparavant, quand il n'y avait pas le virus. Donc le virus ordonne un monde qui était complètement à l'envers, qui était complètement
mélangé, qui était complètement sans préséance, sans ordre, et qui maintenant est obligé d'être appelé à l'humilité. Tout à l'heure, quand il a dit l'humilité, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que l'humilité, ça m'a fait plaisir parce que depuis, l'homme se conjuguait au-dessus de tous les êtres. Son cogito était le cogito suprême, après celui de Dieu, si l'on veut, dans certains cas. Mais maintenant, il est obligé de se conjuguer à partir de Dieu, du Covid, de celui qui soigne le Covid, de beaucoup de régulateurs qui sont des régulateurs intermédiaires et qui ordonnent sa vie, qui coordonnent ce qu'il a à faire et qui donnent un sens et une limite à cette existence matérielle. Alors, comment voulez-vous cesser d'être humble alors même que tout vous l'ordonne et à chaque instant? Il a dit tout à l'heure, professeur Maboussé Diagne a dit qu'on est dans l'obligation de se taire, mais je chope une phrase dans votre dernier ouvrage, La saveur des derniers maîtres. Parler, c'est d'abord reconnaître l'autre. Il faut parler. Oui, mais c'est ce que Amélie disait. En fait, on est dans un espace où la parole est totalement dérégulée, parce qu'il y a en principe des cerbères et des gardiens de la parole. Il y a des régimes de parole, il y a des niveaux de parole. Lorsque les scientifiques débattent, ils ont l'art de leur débat, ils ont l'intelligence de leurs contradictions. Dans leurs contradictions, ils savent ce qu'ils savent et ils savent ce qu'ils ne savent pas encore. Quand ce débat scientifique est mis sur la place publique sans médiation, on va considérer que les contradictions des scientifiques valent licence à contredire tout ce qu'ils mettent sur la table. Donc du coup, on ne sait plus que vaut les paroles savantes sur ce que nous sommes censés savoir. Le sociologue Gérald Bronner, il parle d'apocalypse cognitive. Nous avons plus d'informations que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et chacun trouve les biais qui confirment ses propres angoisses, ses propres peurs, les informations qui confirment ses propres inquiétudes et ses croyances internes dans l'espace de l'information. Donc quelqu'un qui a un compte Facebook peut contredire un prof de médecine. Ouais. Donc du coup, les bonnes idées ne gagnent plus sur les mauvaises idées. Et dans cet espace de dérégulation de la parole et des paroles, donc le problème c'est ce qu'Amélie disait, quelles sont les paroles que nous devons entendre. Tout le débat sur la vaccination est là pour illustrer une démocratie, je dirais, de la mutuelle ignorance, ce à quoi ça peut conduire quand on ne peut plus distinguer les paroles. Mais ça sert de terreau au virus, non? Mais oui, c'est dans les terreaux. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui nous disent qu'en fait, nous disons que nous sommes dans une pandémie de pandémos, donc ce qui touche tout le monde. C'est-à-dire pandémie de pandémos. L'idée, c'est que le terme, son étymologie dit ce qui touche tout le monde. Oui. Donc, ils estiment que ça ne touche pas tout le monde de la même manière. Certains sont plus vulnérables que d'autres. Les comorbidités sont beaucoup plus atteintes et que nous serions dans une syndémie. Et qu'au fond, on cherche à bloquer le virus, on cherche à bloquer la circulation du virus, alors que fondamentalement, c'est nos conditions de vie qui lui donnent cette acuité et cette sévérité. Et que tant que nous ne comprendrons pas qu'il faut changer structurellement nos conditions de vie, nous appliquons les méthodes du Moyen-Âge, donc contre la peste, il faut bloquer donc les septaines, les quarantaines, pour que le virus ne circule pas. Alors que ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait dans nos conditions de vie que le virus ait une si grande sévérité qui nous atteigne. Et c'est là la vraie question. Donc la question de l'humilité et la question de repenser le rapport à ce que l'on appelle nature ou environnement ou écologie et à tout un geste civilisationnel que nous devions interroger et que, hélas, nous avons interrogé au début donc, de la crise, mais que nous n'interrogeons plus en fait. Parce que si vous vous rappelez, 3 mois après la crise, il y avait des rêves d'un nouveau monde, un monde différent, des alternatives de vie. Et à mesure que la sévérité de la crise s'est accrue, on a désiré retourner dans un monde d'avant, un monde sans contrainte, un monde où on se serre la main, un monde où on ne met pas le masque. Et le rêve de changer de civilisation, il me semble qu'il s'est quelque peu atténué. Et là aussi j'ai l'impression que le virus nous a eu sur nos élans et sur nos imaginaires. Tout ce qu'on désire, c'est revenir à un espace moins contraint. Et on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que fondamentalement, l'interrogation qui est celle du geste civilisationnel qui est le nôtre, ne devrait pas être la leçon principale qu'on doit tirer de cette crise-là. Et c'est une crise qui est totale, puisqu'elle elle impacte tous les aspects de notre vie.
y compris les aspects les plus intimes. Exactement, le virus touche tout le monde, mais on a un peu une démocratie sanitaire, je mets entre guillemets, parce que les pauvres ou bien les pays pauvres sont plus épargnés que les pays riches. Comprenez-vous un peu que ce virus-là prenne un peu le compte courant de ce qui se passe quand on parle du développement, quand on parle un peu de l'éducation, quand on parle des secteurs qui nous environnent, on pense d'abord à ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, mais maintenant le virus prend le chemin inverse. Vous le comprenez? En fait, il faut vraiment recontextualiser cette réalité-là dans le discours avant, parce qu'en fait, quand le virus a touché d'abord la Chine, tout le monde s'est levé pour dire « Ah, les pauvres Africains, ils vont tous mourir par millions ». Donc les Cassandres se sont levés, etc. Et dans le récit médiatique, et même dans le récit de certains intellectuels et de certains hommes politiques étrangers, enfin européens et américains, on a commencé à dire « Ah, les pauvres Africains, ils vont tous disparaître ». C'est encore une nouvelle catastrophe sanitaire, économique, et sociale et humaine en Afrique, mais on a vu effectivement que ça ne s'est pas passé comme ça. Pour plusieurs raisons que le temps, je pense, permettra allez-y, quelques-unes. Non, mais en fait, j'en suis incapable. Encore une fois, je reviens toujours au mot du professeur Mamou Seydiane sur l'humilité, parce que je ne suis pas un virologue, etc. Donc, du coup, c'est le temps qui nous permettra de dire pourquoi. Et certains, effectivement, dans des travaux, parlent de la jeunesse, donc, qui est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante par rapport au virus en Afrique. Parlent de nos modes de vie, certains parlent du climat, etc. Mais je pense que toutes ces questions-là vont trouver des réponses dans quelques années quand l'œuvre scientifique fera effet. Mais en tous les cas, les images qu'on a vues aux États-Unis, en France, en Italie... Plus de 200 000 nouvelles contaminations par jour, par exemple. En Allemagne, je parle déjà de la première vague, ont été assez terribles. Et on a vu que l'Afrique, entre guillemets, s'en sortait mieux pour des raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le temps expliquera. Et ceci nous ramène toujours au discours et aux propos. Et aussi comment on forge l'imaginaire en fait en Afrique et dans le monde, parce que même les Africains eux-mêmes au début se sont dit de toute façon on va tous mourir, on va tous disparaître, c'est l'extinction de la civilisation. Et on voit aussi comment le propos, la prise de parole a un impact sur le vécu quotidien et parfois tranche complètement avec ce vécu quotidien. C'est-à-dire que c'est l'autre toujours qui définit notre imaginaire, qui nous dicte un peu nos mécanismes de pensée, c'est ça? Mais vous allez mourir, nous allons mourir comme des... Mais depuis plusieurs siècles, toute l'histoire de l'Afrique a été contée par les autres. On a eu déjà l'esclavage, la colonisation. Et aujourd'hui encore, le récit sur l'Afrique est souvent porté ailleurs. Et même pire, souvent les espaces même de légitimation des intellectuels africains, des hommes politiques africains, sont des espaces qui se situent ailleurs. Un livre de Felwine est lu à Dakar, à Cotonou, parce que d'abord, il est lu à Paris, parce qu'il a reçu une forme de légitimation à Paris, à New York, etc. Donc tout ceci, ce virus, en fait, n'est que finalement une forme d'excroissance de comment sont forgés les imaginaires depuis plusieurs décennies, notamment sur le continent. Le virus n'a pas changé les inégalités sociales, le regard de l'autre est toujours là, professeur Mamou Seydiane. Si, ça semble inverser les choses. Et l'autre jour, ma femme me disait au petit matin, mais il est heureux que nous habitions les climats chauds. Peut-être parce qu'en regardant une carte, elle se rend compte que la plupart des pays relativement épargnés se trouvent dans les climats chauds. Et il dit, si nous avions un hiver, peut-être que nous vivrions exactement comme les Anglais ou comme les Espagnols, que nous ne pourrions pas faire notre Coupe d'Afrique des Nations. Et si aujourd'hui les pays du Nord ont peur pour leurs joueurs d'exception, comme Sadio Mané, comme Salah, mais c'est parce qu'ils vont aller dans les climats chauds. Dans ces climats chauds, s'ils résistent sans traitement spécial, ça signifiera, à tout bout de champ, ça signifiera clairement que les climats chauds ont un effet que personne ne comprend dans le Nord, mais qui reste attaché à eux. Parce que quand le virus est apparu, des gens ont tout de suite applaudi. Aux États-Unis, ils ont dit, bon, mais la majorité des Africains va y passer. Et maintenant, nous pourrons venir, en effet, habiter leur pays sans leur avoir demandé la permission. C'est aussi sadique que ça, la pensée. Oui, absolument. Sans leur demander la permission, sans les conquérir, on pourra venir habiter l'Afrique. La moitié de l'Afrique australe, au moins, aura disparu. L'Afrique centrale également. Bon, il restera peut-être un petit peu quelque chose au nord, mais ça nous intéresse moins que les pays miniers qui auront disparu complètement.
Parce que nous n'aurons pas assez de, même si nous le voulions, nous n'aurions pas assez de remèdes à leur apporter pour les sauver. Et en toute bonne foi, nous pourrions les plaindre, nous pourrions dire que le bon Dieu a eu la main lourde cette fois-ci en les frappant, mais c'est tout. Donc le monde sera débarrassé de la barbarie et de la sauvagerie en même temps qu'il sera aménagé l'espace que nous, pays développés, pourrons habiter. Oui. Ce qui fait que le discours... Professeur, nous sommes en 2021, on part avant 1960, non? C'est ça, mais le discours qui a été inventé en 1900, avec le virus en 1929, ça a consisté, en 1919, excusez-moi, ça a consisté, ce discours, à dire que c'est une pandémie qui va devoir choisir. Pour les nègres, il ne faut même pas se faire d'illusions. Ils partent tous. Les pays semi-développés vont voir une grande partie de leur population également disparaître et nous serons à l'aise sur un continent que nous ne réussissions pas à conquérir, sur lequel nous ne réussissions pas à nous mettre, à être véritablement en valeur. Et maintenant, on pourra courir longtemps sans rencontrer personne et on pourra s'installer librement. Ce qui fait qu'il y avait cette vieille pensée des anciens cowboys qui consistait à conquérir sans tirer un coup de fusil. Oui, et c'est ça qui s'est inversé curieusement ces derniers temps quand on s'est rendu compte que le virus, la variation Omicron, tuait peu en Afrique, par exemple. Alors que dans certains pays du Nord, ça continue à envahir en une journée des zones absolument extraordinaires. En Afrique, nous ne voyons pas des gens mourir. Simplement, on dit Omicron est là. Depuis 3 ou 4 jours, il n'y a pas un cas sévère signalé et il n'y a pas de mort. Un pays sans mort, alors qu'il y a une variante du virus, la dernière. Bon, après quoi, il va falloir inventer une autre lettre grecque qui n'a jamais existé. Mais c'est ça de quoi on rêvait. Et dans l'imaginaire, donc, l'imaginaire n'a pas de pitié. L'imaginaire choisit de s'installer là où il veut. Quand il va chercher du bois mort, la mémoire rapporte le fagot qui lui plaît. En tout cas, les pays se barricadent, mais il y a un autre voyage, c'est le voyage sur soi, en soi. Est-ce possible, ça, d'être en compagnie avec soi-même, le virus, avec tout ce qu'il y a comme confinement? Je pense que les conditions de décèlement que le virus a impliqué, en tout cas, chez les uns et les autres, probablement, chez ceux qui avaient une nature, je dirais, introspective et méditative, a probablement dégagé un espace de réflexion sur soi, sur sa santé, sur sa fragilité et sa vulnérabilité, sur le sens de l'existence. Et je pense que certains, en tout cas, ceux qui ont eu le luxe, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu le luxe de pouvoir s'arrêter, de réfléchir et de penser, quelques bénéfices ont pu être tirés ça et là. Donc oui, mais pour la majorité, en tout cas, je pense que ça posait des problématiques sociales, économiques, des difficultés de vie au jour le jour. Ceux qui ont dû perdre leur emploi, ceux qui se sont vus empêchés de travailler et qui n'avaient pas d'épargne, et qui n'avaient pas d'alternative ou qui n'avaient pas des États assez providence, se sont retrouvés dans des difficultés quotidiennes d'exister. Donc je pense que cette dimension, cette idée que le virus a apporté de la réflexion, oui, mais chez certains et dans certaines conditions, et chez certains qui sont encore privilégiés. Pour les écrivains, par exemple, c'est une aubaine? Oui, pour certains. D'ailleurs, en principe, les écrivains sont des gens qui sont confinés en temps normal, qui se confinent, qui s'auto-confinent. Et là, les conditions sociales leur ont donné l'occasion de se confiner. Moi-même, j'ai eu une grande chance. Entre mars et juin 2020, j'avais un agenda incroyable de voyage qui, le 5 mars, s'est affaissé, comme un château de cartes. Et je me suis retrouvé avec du temps disponible que je pensais ne plus avoir. Et du coup, j'ai écrit un livre durant ces 4 mois que je n'espérais pas écrire parce que je ne voyais pas où est-ce que j'allais dégager un temps aussi long et aussi continu. Mais j'ai la conscience de mon privilège, je veux dire. J'ai la conscience que
à ce moment-là, tu vois, je suis dans une espèce de bulle. J'ai un travail qui me permet de faire cela, et que la condition sociale de la majorité des gens n'était pas celle-ci. C'était justement se battre contre la difficulté de vie, les incertitudes, la possibilité de perdre son travail, la baisse de revenus, les incertitudes sur la santé, les inégalités qui se reproduisent. Donc on a eu des accès inégalitaires à la santé, aux soins, et c'est toutes ces problématiques-là que le virus a amené, que le virus a exacerbé et a montré les lignes de fracture sociétale. Même si on s'en rendait un peu moins compte, donc il est apparu que nous ne vivions pas la même expérience et que nous n'étions pas fondamentalement une même humanité. Et on a été confinés. Vous aviez dit tout à l'heure, Hamidou Anne, un mot qui est important, la peur. Est-ce que la peur qui nous habitait lors des premières et deuxièmes vagues nous a quittés? Parce qu'on a entendu le président Macky Sall dire on ne doit pas avoir peur, mais nous avions eu peur en confinant, d'où ces pertes économiques-là. Moi, ce que dit Felwine résonne beaucoup chez moi, parce que les premières semaines, je n'ai rien fait. Je n'ai ni écrit, ni même lu, mais vraiment, je n'ai rien fait parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur parce que nous sommes une génération qui n'a pas connu de pandémie précédemment, et j'ai eu peur parce que je ne savais pas quel était cet intrus. Et effectivement, peut-être que j'ai aussi consommé beaucoup de récits médiatiques, mais plus que peut-être pour moi, j'ai eu peur aussi pour les miens. Parce que moi, je viens des quartiers populaires, et c'était Pikine de Guédiawaye, c'était le moment où les gens se disaient le virus n'existe pas, qu'il fallait que quand tu ouvrais le Coran, tu avais une mèche, etc. Une mèche, etc. de cheveux. Et puis j'avais l'impression en fait de voir qu'on était dans une forme de hiatus en fait, entre ceux qui avaient accès à l'information, qui avaient accès à un certain niveau, etc. et versus toute une grande catégorie, toute une large catégorie de la population qui ne croyait pas au virus. Et en tout cas, qui rejetait complètement le discours officiel en fait. Et ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Le discours officiel a été tellement décrédibilisé, en tout cas ces dernières années, que peut-être qu'aussi ça ne justifie rien, mais ça nourrit peut-être cette défiance aussi vis-à-vis du politique. Mais après, non. Après, disons qu'entre guillemets, je me suis repris en main. J'ai commencé à lire, comme Felwine, j'ai écrit, j'ai regardé beaucoup de cinéma, beaucoup de séries. Et après, effectivement, mais c'est aussi la nature de l'homme, c'est aussi le propre de l'homme d'oublier. Mais parce qu'il y a eu des vagues, il y a eu des cas de contamination. Le variant Omicron a été diabolisé, etc. Diabolisé entre guillemets, mais les pays africains ne sont pas barricadés au confinement par rapport aux autres vagues. Nous avions appris un peu de nos erreurs. Oui, il faut dire aussi qu'on a eu beaucoup d'expériences des différentes épidémies. On a eu Ebola, on a eu le choléra dans la dernière décennie, et on a des médecins et des scientifiques extrêmement talentueux. On a l'Institut Pasteur à Dakar. Effectivement, aussi, le discours politique, les décisions politiques ont été nourries aussi, et ça, il faut le saluer, par l'avis des médecins et des scientifiques. Et rien ne sert de prendre le récit des autres sur soi et de se les approprier. Il faut aussi partir de nos réalités, partir des chiffres, partir de ce que nos scientifiques disent, qui sont aussi compétents que les scientifiques d'ailleurs, qui peut-être font face à un certain manque de moyens, mais en termes de compétences qui n'ont rien à envier aux autres. Et en tout cas, j'ai vu, pour le cas du Sénégal et d'autres pays en Afrique subsaharienne, que les avis des scientifiques et des médecins ont nourri les décisions politiques. Et si c'est le cas, on a eu raison de ne pas s'alarmer, bien sûr. On doit avoir peur. Mais de quelle peur parle-t-on? Comment avoir peur, professeur? Comment peut-on avoir peur de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent qu'à peine? Et c'est trop tard quand on a peur. Avoir peur, c'est avoir peur de l'existant. Ce n'est pas avoir peur de celui qui n'est plus ou de ce qui n'est plus, que par ses effets négatifs. Or, la peur que nous avons éprouvée réellement, c'est une peur absolument réelle, sinistre. Je me rappelle que lorsque je revenais de Ouagadougou avec ma femme, alors qu'on était allé, parce que sa mère était décédée à 95 ans. C'était vraiment un décès qui s'annonçait depuis 4 ans ou 5 ans. Bon, elle en avait assez. Bon. Elle est morte, et quand on est rentré, elle avait eu quelque chose qui était douteux. Comme c'était douteux, le douteux et cette peur salit de manière tout à fait remarquable à la maison, de manière si remarquable que je l'ai confinée. Et je me serais confiné personnellement si je pensais avoir eu quelque chose. J'ai dit, si tu ne sors pas, puisque les enfants vont te sauter à la figure. Carrément.
Et on l'a enfermé dans une autre pièce de la maison. Autrement dit, autant perdre quelqu'un que perdre tout le monde. Donc tant qu'on ne sait pas de quoi on a peur exactement, il n'y a pas de limite assignable. La peur, cette crainte, est une crainte qui porte sur un objet non assignable, au contour non assignable. Et à partir de ce moment-là, c'est simplement la peur de quelque chose que porte éventuellement ma femme ou mes proches ou mes relativement proches. Ce qui fait que les gens circulaient moins. Lorsque les autorités sénégalaises ont eu à établir des limites sur le territoire national, de telle heure à telle heure, on ne va plus de tel endroit à tel endroit. Mais les gens ont eu encore plus peur à ce moment-là, parce que maintenant leur peur était enfermée. Du coup, chacun pouvait avoir peur de l'autre, chacun pouvait avoir de soi en tant qu'autre, en tant qu'il est sorti pour aller au marché et revenu. Et là, il se lave les mains, il se regarde dans un miroir et se demande s'il est le même que celui qui est sorti ce matin. C'est cela que cela engendre, ça finissait par engendrer. Et donc, on ne se lance pas dans des entreprises qui ont une finalité assignable, déclarable, et par rapport auquel on développe du travail, on développe quelque chose qui semble s'assigner un objectif déterminé. On se met à chercher en soi-même tous ceux qui ont écrit, si on y prend garde, tous ceux qui ont écrit la plupart du temps sur eux-mêmes, puisque c'est le cogito qui s'auto-enferme et qui va chercher des déterminations internes, et au lieu de se lancer à la conquête du monde. Le monde n'est plus à conquérir, ce n'est plus faisable. Et tout le monde était avec son masque. Et le président de la République en premier, qui salue ses autres officiels, avec un coup de poing. Et donc, le Sénégal était le pays le plus bavard sur le Covid. Ah oui. On l'a signalé. Ah oui, chaque soir, vous aviez des statistiques extrêmement précises qui descendaient progressivement à notre grande joie, jusqu'au moment où on est arrivé au chiffre négatif, au pourcentage négatif. À ce moment-là, on s'est dit, ça y est, et tout le monde a jeté son masque. Les gens allaient carrément sur les stades sans masque, les gens allaient au truc sans masque également, et c'était l'inverse. Maintenant, on pensait s'en être libéré jusqu'au moment où on leur a dit, il se peut qu'il y ait une seconde version. Les gens se sont rejetés sur les masques, mais maintenant, allez-y, ça coûte 25 francs. Ça obéit à la loi du marché. Oui. Si la baisse de cas, le masque baisse également. En tout cas, ce qui s'interpose entre nous et le chaos, ce sont les blouses blanches. S'il y a blouse blanche ou médecin, c'est parce qu'il y a école, il y a l'éducation. Le deuxième point de notre discussion, l'éducation, Felwine Sarr, notre système éducatif se porte-t-il mieux? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il est en crise depuis un certain nombre d'années. Le secondaire, je pense que on peut tracer une époque où il y a eu des recrutements dans l'enseignement secondaire qui n'étaient pas peut-être les mieux indiqués. Et je pense que nous qui avons reçu les étudiants en première année à la fac, on a senti que ils étaient moins bien formés pendant une décennie au moins. À la cause La cause... Bien les causes. Les causes plurielles. Je pense que une instabilité, des grèves, des réformes qui ne sont pas faites, et peut-être même au sein de la société, le capital symbolique des études, je veux dire, dans l'imaginaire, la valeur de l'éducation comme étant un moyen de réalisation sociale obligée. Il y a eu des concurrents, il y a eu les footballeurs qui sont arrivés à l'époque, je me rappelle très bien, où les jeunes qui estimaient qu'étudier c'est pour réussir, ils avaient d'autres moyens de réussite, ils avaient aussi d'autres schémas de réussite que la société valorisait. Donc certains se sont posé la question de savoir pourquoi faire 16 ans dans le système pour ne pas être sûr d'avoir un revenu qui est équivalent à celui d'un El Hadji Diouf, donc pour ne pas le citer. Mais en fait, je pense qu'il y a eu une
multiplicité de facteurs. Et on a vu un système instable avec des années qui ne finissaient pas, des grèves, soit des élèves ou des profs ou des syndicats, avec des conflits, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Et donc, il est normal qu'au bout d'une décennie, l'on se rende compte que bien qu'il y ait toujours des niches d'excellence, c'est en fait ça là, donc le problème. C'est qu'on aura Mariama Ba, on aura le Prytanée militaire, on aura l'imam Moulay, on aura l'Amine, on aura les gens qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans le privé catholique, une année sans grève. Les élites vont toujours s'arranger pour faire en sorte de pallier les déficiences dans le système. Et c'est d'ailleurs ça l'un des problèmes dans les sociétés. Tant que les élites ou la bourgeoisie réussit à rafistoler, réussit à trouver des moyens individuels, il n'y a pas de changement social, parce que s'il y a crise, ils ont les moyens de pallier à la crise. Mais la grande masse, le grand nombre, on a vu que le niveau avait baissé et que le système était en crise. Et c'est le contraire de ce qu'on appelle l'équité sociale. Oui, absolument, parce qu'en fait, si on continue si on ne regarde que les excellents, que les exceptionnels, on en aura toujours dans le système. Donc, des jeunes Sénégalaises ou Sénégalais qui réussiront dans d'autres lieux. Mais à mon avis, ce n'est pas le bon baromètre, en fait. Le bon baromètre, il faut regarder la moyenne des Sénégalaises et des Sénégalais et voir ce que le système leur offre comme enseignement et comme débouché. Et je pense qu'objectivement, c'est mon métier et ma passion. Ces 10 ou 15 dernières années, le système a été beaucoup plus en crise que lorsque nous étions dans le système à étudier. Oui, l'excellence doit être nivelée vers le bas, mais la cérémonie la plus médiatisée au Sénégal, c'est le concours général qui récompense les meilleurs cerveaux au Sénégal. Est-ce l'arbre qui cache la forêt, un désert? Oui, bien sûr, c'est l'arbre qui cache la forêt et on a tendance, je pense dans tous les domaines, et l'école n'y échappe pas, à toujours célébrer les têtes qui dépassent. C'est-à-dire, Féline l'a dit, le Prytanée militaire, Mariama Ba, le lycée l'imam Moulay, un ou deux autres établissements, et dans sa globalité, le privé catholique, ou ce que j'appelle un peu le privé élitiste, c'est-à-dire le privé très très cher, dans lequel aujourd'hui la bourgeoisie et même l'aristocratie va mettre ses enfants, et on laisse toute une masse d'enfants sénégalais dans le dénuement le plus absolu. Moi, il m'est arrivé il y a quelques mois de retourner à mon école primaire, à Thiaroye, l'école Masser Diagne. En fait, l'école est restée comme telle. J'ai quand même quitté l'école primaire depuis donc le milieu des années 90, l'école est restée comme telle. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on offre aux enfants de ces quartiers-là, aux enfants de ces zones-là? Qu'est-ce qu'on offre dans leur globalité aux enfants du Sénégal? Est-ce qu'on leur dit que l'école ne doit plus conférer la dignité que doivent conférer les études? Donc du coup, eux-mêmes, parce qu'ils habitent dans un certain secteur et parce qu'ils ont la malchance d'aller à Masser Diagne et non pas, dans le privé catholique, ils n'ont pas droit au respect, ils n'ont pas droit à la dignité que doit conférer la République. Est-ce que notre école est républicaine? Je ne le pense plus, parce que la promesse initiale de la République, c'est l'égalité. C'est l'abolition du privilège de naissance pour lui substituer le mérite, mais cette école, elle n'est pas républicaine. Elle n'est pas républicaine. Et en fait, voilà, moi j'aime bien parler d'école primaire, mais quand on suit la chaîne, c'est jusqu'à l'université. Aujourd'hui, tout le monde voit que le niveau, je ne parle même plus du niveau qui a baissé, je pense qu'il n'y a même plus de niveau. C'est la faillite de l'école publique. Oui, bien sûr, c'est la faillite de l'école publique. Et même, on est même gentil en parlant seulement d'école publique. Il y a aussi un certain nombre d'écoles privées qui n'échappent pas à la médiocrité du système éducatif global. Et pourquoi l'école publique a-t-elle failli, professeur? Toujours le président de la République se vantait d'avoir fait l'école publique, d'avoir fait ses études dans le public. Et je dis, c'est sans doute ce qui va devoir déclencher dans tout le système, ça devrait déclencher dans tout le système une immense autocritique pour ce qu'on est devenu par rapport à ce qu'on devrait être. Parce que l'école publique, c'est le seul secteur dans lequel le mérite seul devrait valoir. Le mérite devrait valoir et le travail à la force du poignet. Ceux qui le disent, ça, c'est des gens qui sont nés dans des milieux où on n'a pas été à l'école. Les parents, eux, n'ont pas été à l'école. Les jeunes gens y ont été. À la force du poignet, ils se sont débrouillés pour arriver là où ils sont aujourd'hui, sans avoir connu d'autres ressources que le thieboudjen. Patrimoine de l'UNESCO. Quand ça existait. Ça n'existe plus. Quand ça existait. Et quelques thiebouketiach pour faire contrepoids. Et les jeunes
ce n'est pas que les jeunes ne lisent plus. Ils n'ont plus de quoi lire. Parce qu'aujourd'hui, c'est Internet qui a pris la place de l'école, la place du livre, la place de la vieille femme qui vous contait des histoires que vous vous amusiez à retranscrire en français. Et c'est également l'effondrement de cela même qui était censé apporter ce savoir. Parce qu'il faut remonter jusqu'à l'école qui les forme pour vous rendre compte de combien ils sont légers. Quand je lis les devoirs que ma femme corrige le soir, où elle me dit c'est quelqu'un qui est en maîtrise, qui a eu la maîtrise et qui ne peut plus parler normalement français, je me dis mais qu'est-ce que vont devenir ces élèves? Mais la faute à qui? Parfois on indexe les apprenants, mais c'est un système, non? C'est globalement que ce phénomène nous est arrivé, nous est tombé sur la tête. Et il faudra du temps, il faudra des états généraux de l'école en général pour arriver à tout remettre en place. Parce qu'on a eu les états généraux de l'enseignement supérieur, mais on n'a pas eu les états généraux de l'éducation dans son ensemble. Ce qui fait qu'on a analysé la ligne d'arrivée sans poursuivre, sans refaire vraiment le chemin de départ. Alors que c'est ça qu'il faut. Il faut arriver à recommencer par le chemin de départ. Et à ne pas isoler, comme tout à l'heure, ils l'ont souligné tous les deux, à ne pas isoler les quelques cas qui sont arrivés au bout de la course pour jeter comme sur un coureur le manteau du repos. Et pour dire ils sont arrivés quand même. Et ils sont arrivés avec vraiment des caractérisations de l'excellence, de la réussite dans tous les domaines, et qui vont aller faire prépa. Et en prépa, quand ils vont également transpercer les Français qu'ils vont rencontrer. Ils sont plus forts parce qu'ils lisent plus, parce que leur français même est un français distinct. Quand vous rencontriez des gens qui faisaient prépa et qu'on leur parlait, ils nous disaient, mais comment est-ce que vous avez appris à parler français comme ça? On leur disait, parce qu'on a appris le français dans les livres. On ne l'a pas appris en le parlant avec nos parents. On ne l'a pas bricolé, on l'a appris, nous, le français. C'était une matière. Alors que pour eux, c'est un moyen d'expression, simplement. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, il est temps que la société s'arrête, tire sur tous ces instruments qui nous font fonctionner, se mette en face d'elle-même, se remette à réfléchir sur ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être et qu'elle a cessé d'être depuis longtemps, puisqu'elle n'a jamais examiné les raisons pour lesquelles elle a cessé de l'être. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait une chance de s'en tirer. Et on ne peut pas faire autrement que faire cet examen de conscience. On ne peut pas. C'est important. La dernière image que l'on garde, Felwine Sarr, c'est à Kolda, une école à Kolda où les élèves s'asseyent à terre, posant leurs cahiers sur des briques des apprenants, de petits apprenants d'ailleurs. Ça symbolise un peu la mort du public et la victoire du privé dans les années à venir. Faut-il s'inquiéter? Oui, il faut s'en inquiéter. Il y a quelques années, j'ai entrepris un voyage au Rwanda, c'est un pays où je vais régulièrement. Et durant cette année-là, j'étais frappé parce que j'ai visité les écoles primaires. Et j'ai vu qu'elles étaient vastes, elles étaient aérées, elles étaient bien construites, et que certaines écoles primaires étaient fermées, interdites à l'enseignement dès l'instant que les toilettes n'étaient pas aux normes. Et quand j'ai vu l'exigence qu'il y avait sur l'infrastructure du primaire, j'ai compris l'ambition du pays. Pour moi, l'ambition du pays se lisait dans le soin que le pays prenait à mettre en place des infrastructures pour l'école primaire et à veiller à ce que ces infrastructures soient de qualité, que ce soit des temples, des espaces où lorsque les enfants arrivent, ils sentent que ce qu'ils vont y faire a de la valeur et de la dignité. Donc c'est une violence que d'être dans un environnement où on doit être un apprenant et un environnement qui est vétuste, qui est dysfonctionnel et qui ne dit pas la dignité de l'acte qui vous requiert dans cet environnement-là. Et je pense que fondamentalement, on a des discours sur l'éducation, mais on ne considère pas encore fondamentalement que c'est le cœur de la construction de la nation. Que même les économies, aujourd'hui, elles se fondent sur ce qu'on appelle
economy based on the knowledge, que c'est le savoir le principal moteur, c'est le principal facteur de production si on veut avoir une vision purement économique. Mais si on veut une vision de l'édification, de l'éducation et de la construction des humanités des uns et des autres, l'éducation est la priorité absolue. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'autocritique, comme le prof l'a dit, dégager des moyens suffisants dans le budget, en faire une surpriorité nationale et considérer que c'est par là que les choses passeront et pas ailleurs. Et pourtant, le public, le gouvernement se vante un peu du pourcentage investi dans l'éducation, mais en réalité, on ne les voit pas ou bien. Les économistes savent très bien que les chiffres annoncés en termes de pourcentage n'ont jamais fait une politique. La question, c'est l'efficience de la dépense. La dépense est-elle bien orientée? A-t-on les moyens d'évaluer l'effectivité de la dépense, etc., etc. Et que gouverner est devenu annoncer les chiffres. Oui. Mais la vraie pratique de la gouvernance, c'est justement quoi? Ces investissements-là, comment ils sont orientés? Et même, il faut avoir un plan, une vision, étape par étape, sur le moyen long terme, des objectifs que l'on peut chiffrer. On doit savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs prévus. Mais surtout, il y a énormément d'actes qui indiquent, parce qu'il y a aussi ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je veux dire, si un soin est pris dans le secteur éducatif, tous les acteurs se rendent compte que, tiens, ici, il y a une volonté, il y a un désir, il y a un travail qui est mis, il y a un investissement, et il y a une vraie conscience des enjeux. Ça tarde encore. Mais oui, ça tarde. Je veux dire, un pays comme le Sénégal, nous sommes 17 millions, on devrait avoir résolu la question des infrastructures de l'école primaire depuis longtemps. Un pays qui se targue de n'avoir pas eu d'or, ni de pétrole, ni d'hydrocarbures, mais d'avoir eu de l'intelligence, du savoir et de la créativité qui l'a fait rayonner dans le monde. Notre principal capital, c'est l'éducation. Et je veux dire, il y a juste à regarder comment on prend soin de ces espaces-là. Il n'y a pas besoin de grands discours, il faut juste faire un tour dans les infrastructures qui sont censées accueillir les apprenants. Et là, on verra où sont les priorités. Et pourtant, le Sénégal, Amidouane, avait la chance du débutant. Quand je dis débutant, c'est l'ère des indépendances. On avait un président grammairien, agrégé de grammaire, qui s'était assis sur le fauteuil présidentiel. On pensait que le Sénégal, c'était le savoir d'abord. Un de mes amis m'a sorti récemment une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Il m'a dit « Senghor, président à l'époque, c'est aujourd'hui, comme Souleymane Bachir Diagne, président du Sénégal ». C'est un peu un savant, mais en même temps qui est président de la République. Et effectivement, mais Senghor avait une vision de l'éducation, une vision de la culture. Et il faut se rappeler que pendant longtemps, on a eu un seul ministre d'État, c'était Hassan Sek, qui était ministre de la Culture. Donc ce n'était pas ni ministre de l'Industrie, ni ministre du Pétrole et des hydrocarbures. Mais je pense qu'en fait, on est un peu dans une ère post-politique. Et le drame du néolibéralisme et des sociodémocrates de base, c'est aujourd'hui de penser le politique comme une sorte de fichier Excel. C'est-à-dire qu'on a investi 40%, on a investi 35%, mais quelle est l'efficacité de la dépense, quelle est son efficience et quelle est la raison politique de ce qu'on fait. L'éducation est fondamentalement politique parce que l'école, dans une société ouverte, est le premier lieu dans lequel en fait, se creusent des inégalités. Et je pense qu'en fait, on a perdu un peu cette mystique de l'éducation nationale, cette qui pour moi s'adjoint à ce que j'appelais récemment une mystique républicaine. Et on peut mettre autant d'argent qu'on veut, les faits sont là, et les faits sont quand même têtus. Il ne devrait plus y avoir au Sénégal en 2021 des... Vous avez vu cette vidéo? Oui, j'ai vu cette vidéo, elle m'a fendu le cœur, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je parcours souvent les écoles primaires dans les quartiers populaires. J'ai vu cette vidéo, je vois régulièrement des vidéos d'abris provisoires, et puis je parle beaucoup à des enfants qui, effectivement, comme le disait le professeur, ne parlent pas français, n'ont plus seulement des lacunes, mais c'est des abysses, et c'est des choses qui vont traîner jusqu'à l'université. Donc ce n'est pas surprenant, et ça m'arrive tout le temps de voir quelqu'un qui a une maîtrise, qui a une année de doctorat, etc., mais qui a du mal à structurer une pensée ou à juste à parler la langue française correctement. On peut dire que c'est le début de l'injustice sociale, cette inéquité dans le système éducatif. Ah oui, absolument, absolument. Alors on peut bien se gargariser après d'indexer une figure, un succès, Dédine Bougar Sarr est le produit de l'école publique sénégalaise, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dépoussiérer la chose et dire que oui, c'est le Britannique militaire du Sénégal, c'est Mariama Ba, donc c'est quand même différent du collège Ndiambonbo, du collège à Wourossogui, à Matam, etc. Et effectivement, on est dans de l'inégalité, on est dans de l'injustice. Et ça ne tiendra pas jusqu'au bout. Est-ce que le piège, professeur Mamoussé Diagne, lui, voulait rebondir un peu? C'est que l'école est le lieu démocratique d'accession au savoir, pas seulement au savoir, mais au bien-être social. C'est le lieu où on peut arriver à être quelque chose en partant de rien.
Et c'est bien pour cette raison que l'école apparaissait comme le lieu du miracle, comme le lieu de miracle, qu'on peut construire soi-même et qu'on peut consolider en cela par un enseignant, par un lieu qui peut être plus ou moins suspect, n'est pas très... Alors qu'aujourd'hui, le rattrapage se fait sur ces lieux quand même. On construit beaucoup d'écoles. Mais de quelle école? On construit beaucoup d'écoles. Qu'est-ce qu'on y met? Oui. Qui fréquente ces lieux? Est-ce que ces écoles, on les a suffisamment inspectées et on les a suffisamment sondées pour savoir comment, selon quelle modalité, le savoir essaie de s'y transmettre? Parce qu'on a construit des écoles, mais pas de table-banc, par exemple à Kolda, pour parler un peu de cette vidéo pour les élèves. Encore que le Kolda, ça y meurt. Nous, on était sur des tables-bancs qui ne payaient pas de mine non plus. Mais on était travaillés par le désir de savoir. Vraiment. C'est à la fois les acteurs et le lieu où se déroule ce commerce entre acteurs. C'est le lieu du commerce où se déroule le commerce entre acteurs qui risque de nous polariser trop au détriment des relations qui doivent se tisser entre les acteurs eux-mêmes, entre l'élève, le professeur, ses parents, ainsi de suite. Donc le lieu où l'enfant grandit et où il est formé. Il est formé d'abord à la maison, il est formé ensuite à l'école, il est formé par toute une société qui ne craint pas de mettre en avant des valeurs, ses propres valeurs. Tout à l'heure, quand il parlait de la comparaison entre ce que l'élève fait et ce qu'il va devenir au bout de 2-3 ans, quelques années, il est comme Douf, par exemple, où il est comme tel ou tel acteur qu'il voit régulièrement. Bon, mais il se dit, ça ne vaut plus la peine, l'école n'est pas le lieu de l'arrivisme social. Alors que ce qu'on lui demande, c'est d'être un citoyen. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on lui demande, c'est d'être un citoyen. Ce qu'on lui demande, c'est de se former à la citoyenneté. C'est de savoir qu'il est responsable en partie de ce qui va lui arriver. Et donc de s'y préparer et de se préparer tous ces moyens, tous les moyens dont il dispose à ce qu'il va devenir. Et ça nous manque. Et nous avons quelques exceptions, bien entendu. Et ces exceptions-là sont dangereusement mises en avant parce que si on les met en avant pour que le reste, on se taise là-dessus, eh bien, c'est une catastrophe. Il faudrait dire c'est des exceptions et c'est tous les autres qui doivent ambitionner de devenir comme eux. Voilà, ça c'est le vrai problème. Le piège Felwine, est-ce que ce n'est pas d'établir un trait d'union entre l'éducation et la réussite? On ne devrait pas établir un trait d'union entre l'éducation et l'être, tout simplement? Oui, je pense qu'il y a ce que le prof vient de dire, la soif des apprenants, le désir d'apprendre. Et éduquer, c'est sortir du troupeau et devenir pleinement ce que l'on est en potentialité. Mais il y a eu un discours, effectivement, économiciste autour de l'école comme étant le moyen de réussir socialement d'abord. Oui. Et effectivement, je pense que s'il y a d'autres moyens de réussite sociale qui se présentent comme option, comme le football par exemple, donc, ou le sport ou d'autres choses, donc l'école tout de suite se dévalorise puisque le critère à travers lequel on l'a principalement jugé n'est peut-être pas le bon critère. Mais ça amène à réfléchir au statut du savoir dans la société. Je veux dire, on est quand même dans une société qui de plus en plus est anti-intellectuelle, anti-savoir, considère que ça ne vaut pas grand-chose tant que ça n'apporte pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Et il y a aussi à réfléchir quels sont les rouages, quels sont les mécanismes par lesquels notre culture accorde de la valeur à l'édification des individus, à l'être, à la citoyenneté, au savoir comme valeur. Il y a encore des foyers qui considèrent que cette chose-là a de la valeur en elle-même. Mais et comment est-ce qu'on sort de l'instrumentalisation du savoir
comme quelque chose qui vise à d'autres finalités que celle d'une plénitude de l'être. Là aussi, il y a une pluralité donc d'espace où nous devons réhabiliter cette notion-là et cette donnée et faire en sorte que justement que l'idée de se former à plusieurs types de savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, de l'éducation, soit en elle-même quelque chose que la société valorise en son sein. Il y a une exclusion des compétences au Sénégal. Mais oui. C'est pourquoi les gens s'en vont, les cerveaux s'en vont, suivent des cerveaux. Non, je pense que les cerveaux sont en circulation et en mobilité. Et ça, mais il y a une cause, hein. Oui, le savoir. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Je pense qu'on peut considérer qu'à un moment donné, on est dans un espace où on continue à apprendre, quoi. On est dans un processus d'apprentissage continu et que la patrie, c'est l'esprit. Et qu'on va aller chercher l'esprit là où on le trouve. Donc, mais bon, et que l'esprit, il se trouve là, il peut se trouver dans le lieu géographique là où vous êtes, mais l'esprit dont vous êtes en quête, il peut se retrouver dans un ailleurs. Et ce qui est intéressant au Sénégal, c'est que dans le domaine religieux et spirituel, on valorise le voyage, on valorise la pérégrination de la quête de savoir spirituel et mystique. On va vous dire que Cheikh Ahmadou Bamba est parti en Mauritanie, etc., qu'on a été chercher le savoir jusqu'en Chine. Et cette idée de voyage, savoir, de quête qui n'est pas limitée par une géographie, quand il s'agit des universitaires, on a une expression que je n'aime pas beaucoup, on emploie le terme fuite. Mais bon, j'aimerais que on reviendra là-dessus. Si la compétence est exclue, la nature a horreur du vide. L'incompétence prend le relais. Est-ce que nous sommes à ce stade? Pour moi, il y a deux niveaux de lecture. D'abord, c'est quelle est aujourd'hui la conception du savoir chez nous. Et je pense qu'il n'a échappé à personne qu'il y a une offensive obscurantiste dans notre pays et qui se décline de différentes manières. Et malheureusement, cette offensive obscurantiste-là, comme elle est sexy, comme elle parle beaucoup, comme en tout cas elle fait du buzz, elle fait des vues sur les internets, souvent, ces auteurs sont mis en avant, sont valorisés, et qu'aujourd'hui, la parole du professeur Mamoussé Diagne peut être contestée par un simple personnage, c'est la démocratie également, un kidam qui arrive. Oui, mais non, en fait, toutes les paroles ne se valent pas sur la matière scientifique ou dans le savoir, en fait. Et je pense que ça, c'est une trappe dans laquelle souvent on met les gens, et c'est extrêmement dangereux, et c'est ça aussi qui nourrit ce que j'appelle un peu cette offensive réactionnaire, qui considère que même quand on parle et que quand le propos est imbibé de savoir, de connaissances, qui sont par nature assez nimbés dans de la prudence ou dans de l'inquiétude, parce que l'inquiétude du scientifique, parce qu'il considère que quand il pose plus de questions finalement qu'il n'apporte de réponses, c'est jugé indigne peut-être d'être promis dans les médias. Donc pour moi, en fait, ça c'est le premier niveau de lecture sur la place du savoir, le rôle de la connaissance dans notre société. Sur le deuxième niveau, effectivement, comme fait lui, moi, j'aime pas l'expression fuite, et je considère que c'est même dangereux d'assigner les Africains à une forme de territorialité. En leur disant que, par exemple, aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de prix Nobel, et beaucoup sont des gens naturalisés, en fait, qui viennent souvent des anciens pays soviétiques ou d'Asie, etc. Et pourquoi on devrait assigner aux Africains le fait de demeurer sur leur terroir? Par exemple, c'est là où je vais finir, c'est un peu comme le débat sur le retour des diplômés africains. Moi, personnellement, j'ai toujours été assez sceptique, en fait. Je considère qu'un Sénégalais, un Béninois, un Burkinabé qui est diplômé de Duke, de Berkeley, de la Sorbonne, peut décider, si ça lui chante, d'aller travailler en Ukraine, etc. Vraiment, moi, je suis assez sceptique, assez réservé sur cette question de l'assignation. Et souvent, ce n'est adressé qu'aux intellectuels africains. C'est uniquement qu'on assigne le fait de travailler, de rentrer chez eux, ou de rester sur leur territoire et de ne pas explorer le monde, de ne pas voyager et de ne pas découvrir d'autres horizons, d'autres temporalités ou d'autres spiritualités. Mais professeur, demeurer, rester ici également nécessite des conditions. Et ce qui m'a fait le plus penser à ça, c'est le groupe des Hizb ut-Tarqiyyah. Lorsqu'ils se sont lancés résolument sous Cheikh Abdou Lahad à la recherche du savoir. Eux qui sont formés d'une certaine manière, qui peuvent voyager, aller où ils veulent et revenir. Ils reviennent toujours. Alors je me suis demandé effectivement qu'est-ce qui les fait revenir. Et j'ai compris, lorsque le président Senghor a construit la cité des professeurs à Fann Résidence, où il nous a mis, avec des conditions très spéciales de traitement, et avec cette circonstance particulière
qu'aucun d'entre nous ne pourrait démissionner avant 25 ans, on était obligé de payer pendant 25 ans. De toute manière, quoi qu'il arrive, et personne ne pouvait, même s'il devenait multimillionnaire, solder le reste de son compte. Il nous fallait rester 25 ans, pas de grève, pas de départ. Et personne n'est parti. Les Kader Boy, les Moustapha Kassé, tous sont là. Il a trouvé donc un moyen adéquat, simple, de nous faire rester au Sénégal en nous créant simplement des conditions de travail. On est proche de l'université. Ce terrain était ambitionné par Moussa Niasse et par Djily Mbaye. Aucun d'eux ne l'a eu. Senghor a construit la cité des professeurs là où il l'a construit, avec 30 000 francs de location simple et 45 000 francs de location vente, simplement. Il n'y a eu aucune contrainte d'aucune autre sorte dans cette cité-là. Et concernant cette cité, par la suite, quand on y a réfléchi, on a construit d'autres cités de professeurs, moins luxueuses, moins intéressantes, mais à des prix également défiant toute concurrence. Ce qui fait que ce qui était prévu, c'est qu'à chaque fois que la SICAP construirait des cités, qu'une proportion reviendrait aux enseignants qui le désiraient. Et avoir une maison à Dakar, surtout relativement proche de l'université, ou pouvant joindre l'université facilement, c'était une très bonne condition. Et ça, c'est sous le président Senghor que ça a commencé. Senghor a parfaitement bien compris la proximité comme étant une notion fondamentale de l'exercice de l'enseignement. L'enseignant qui habite loin, qui n'habite pas loin de l'endroit où il travaille, cet enseignant ne bouge plus au bout de 25 ans. Quand il est resté 25 ans, il ne bouge plus. Maintenant, ceci étant, le savoir se distribue dans le monde comme toutes les autres marchandises, comme tout ce dont on a besoin. Et les gens vont, viennent, et quand ils vont, ils reviennent en ramenant d'ailleurs de leur voyage, en ramenant plus de choses, attention. Donc ce n'est pas une perte, simplement quand ils partent, c'est également qu'ils apprennent et qu'ils ramènent d'autres choses. Mais il faut aussi leur faire des conditions, oui. Leur créer aussi un minimum de conditions pour qu'ils puissent décemment jouir du fruit de leur travail. Je crois que ça, c'est un point sur lequel des syndicats reviennent régulièrement. Et tout récemment, on a vu l'État faire un effort considérable pour essayer de les trouver là où ils sont, oui. Pour qu'ils ne partent pas ailleurs. Et un aspect important, Felwine Sarr, de l'éducation, c'est la culture. Une question simple, peut-être pas. Notre système éducatif reflète-t-il notre culture? Non, il ne reflète pas. Le travail du prof Mamoussé Diagne, critique de la raison orale, explorer les mythes, les proverbes, les contes, les textes, donc dénicher la raison orale, les mécanismes de production de savoir, de conservation et de transmission dans la longue durée, et comment la matrice culturelle a été transmise. On a un système dont l'archive principale, ce sont des savoirs qui ont été produits ailleurs. Et il y a eu des efforts, il y a quelques efforts qui sont faits pour que des savoirs produits dans nos géographies, dans nos territoires, intègrent l'université et la dignité de savoir. Mais on en est qu'aux prémices. Il y a quelques départements, ça et là, qui font ce travail-là, de rapatrier des savoirs qui ont été produits dans nos lieux pour les intégrer dans le corpus. Mais on a encore un corpus qui est énormément extraverti. Maintenant, on peut avoir un débat sur l'universalité du savoir. Les sciences exactes ont une proportion beaucoup plus universelle que les sciences humaines et sociales qui ont un fort gradient attaché à la culture, à la territorialité et au lieu. Et que vaut une sociologie durkheimienne ou weberienne pour un village sérère? Je ne sais pas, tu vois, mais je pense que ce sont des questions que l'on a posées dans l'université africanisée des sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense qu'on est dans ces débats-là. Mais le problème
aussi, c'est que lorsqu'on dit ça, j'ai envie de poser la question de savoir quelle est notre culture. Est-ce que notre culture, c'est juste la culture issue de nos géographies, ou est-ce que nous considérons que notre culture, c'est la culture humaine? Lorsqu'on dit notre culture... ça reste à définir, à cerner. Oui, parce que généralement, lorsqu'on emploie ce pronom... Peut-être notre histoire, par exemple. Notre histoire. Oui, mais c'est important. C'est parce que nous sommes dans un espace de déficit de représentation des productions culturelles qui sont les nôtres dans nos espaces de transmission du savoir. Et c'est normal. Et c'est normal que l'on ait le sentiment que ce que nous produisons n'est pas assez représenté dans ces espaces de circulation de savoir. Et là, je voulais en profiter pour juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Non seulement le savoir a besoin de circuler, mais les sociétés ont besoin de s'oxygéner. Donc, quand tout le monde reste dans un système dynamique qui est fermé, il y a de l'entropie. Il faut ouvrir le système dynamique. Il faut ouvrir les lieux, que les gens partent, qu'ils viennent, qu'ils renouvellent les catégories, qui est de la thermodynamique, et qui est le second principe de la thermodynamique, qui se met en œuvre, et ne pas tomber dans le piège dans lequel on aimerait nous enfermer en disant que chacun reste sur son archive. Et en plus, le danger, c'est de considérer que nos archives, c'est nos seules archives territoriales, et de confondre endogène et indigène, de nous indigénéiser, quoi. Alors que, donc je comprends d'une part que, bien évidemment, nos humanités, celles que nous avons produites, doivent avoir droit de citer dans nos universités, ça il faut le faire, c'est absolument important. Le prof Mamoussé Diagne, dans son travail philosophique, il a abattu une somme énorme. On parle beaucoup de la critique de la raison orale, mais le preux et le sage, reprendre ces mythes, les analyser d'un point de vue philosophique, je veux dire, en extraire la substance, c'est aussi rendre une dignité philosophique, une dignité, je dirais même mythique, donc savante, à des savoirs qui sont produits ici. Mais j'ai envie de dire, attention, nos savoirs, ce ne sont pas que les savoirs de nos géographies. Nous appartenons à la communauté humaine, et les savoirs de la communauté humaine sont nos savoirs, et la culture de la communauté humaine est notre culture. Et la question, c'est comment est-ce qu'on articule un équilibre entre cette pluralité d'archives qui sont les nôtres, en nous sentant pleinement plénipotentiaires de toutes ces archives. Parce que des fois, la revendication de nos savoirs endogènes, elle peut être indigéniste. Elle peut avoir tendance à nous assigner à une tête d'épingle et à nous désolidariser, à faire comme si les autres savoirs n'étaient pas aussi les nôtres. N'est-il pas temps d'avoir cet équilibre-là, parce que le temps passe? En tout cas, je pense que dans l'espace de l'université, on y travaille. Il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de réflexions de ce point de vue-là. Et je pense même que la matière existe depuis Valentin Moudimbe. Il y a eu tout un ensemble de réflexions. Il manque maintenant la mise en œuvre d'un point de vue programmatique, institutionnel, dans les curricula, de ce nouvel équilibre et de ce nouveau dialogue des archives qui enrichirait les humanités, je dirais, globales et mondiales. Et donc, je pense qu'il y a un temps entre la réflexion et la mise en œuvre. Et là aussi, le leadership et la vision de ce que doivent devenir nos universités est absolument important. Et peut-être le temps est notre ennemi avec ce manque d'équilibre, ce déséquilibre pointé du doigt par tout le monde. Sommes-nous toujours des ni-ni, comme le livre d'Abdoulaye Sabji, ni noir ni blanc? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que, aussi rapporté à l'échelle de l'histoire, nous sommes des pays très jeunes. Parce que 60 ans à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose. N'est-ce pas le piège d'être toujours des jeunes? Peut-être la jeunesse est un état d'esprit, non? Oui, mais la Révolution française, c'était en 1789, la Révolution américaine, 1776. Nous sommes encore des pays relativement jeunes à l'échelle de l'histoire. Encore une fois, ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'avoir une vraie ambition, d'avoir une ambition de rompre avec ce que Moudimbe, je pense, appelait la bibliothèque coloniale, et enseigner nos humanités, nos savoirs, nos histoires, etc. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. Il ne faut même pas s'arrêter à la revendication qui consisterait à dire qu'il faut à l'UGB, à Bombay ou à l'UCAD qu'on enseigne nos savoirs, nos humanités, nos histoires et nos géographies. Il faut aussi faire en sorte aujourd'hui que le peser pour qu'ailleurs aussi on enseigne notre histoire, on enseigne nos humanités, on enseigne aussi nos spiritualités. Je pense que le step d'après, c'est plus ça, sinon je suis assez d'accord. Et il y a une interrogation, c'est le comment. Comment procéder au fait? Mais ça, c'est le travail Par exemple, on parle un peu de la langue Wolof, mais aujourd'hui, c'est dire que la langue Wolof, maintenant, ceux qui n'avaient pas appris la langue Wolof, qu'est-ce qu'ils vont devenir, par exemple? Ah, ça, j'en sais absolument rien. Professeur. Pour être tout à fait honnête. Je crois qu'il faut en revenir à cette affirmation de Foucault selon laquelle l'archive, c'est la loi de ce qui peut être dit.
Et ce qui peut être dit de plusieurs manières et selon des circonstances qu'il s'agit de déterminer à chaque fois pour savoir à quoi on a affaire. Et quand on passe, par exemple, des savoirs oraux, l'orature, au savoir écrit, on raisonne selon des systèmes tout à fait différents, selon des mécanismes tout à fait différents. Et la chance que nous avons, c'est de pouvoir totaliser plusieurs sphères de savoir. C'est d'avoir une triple mémoire. C'est extraordinaire. Ce qui fait que l'idée de l'enfermement et de l'ouverture est là. C'est d'avoir des mémoires multiples, d'avoir des archives multiples qui s'entrechoquent, qui se déversent les unes dans les autres, qui se transmuent également, et posséder donc une totalité, une multiplicité telle que je peux enseigner aussi bien à la Sorbonne Descartes que enseigner en retour ici même Halima Diakhaté Kala ou Matar Deyman ou Kocci Barma ou Ndama Gossas ou Ibrahima Sina. C'est ça la chance que nous avons. Nous n'avons rien perdu en nous ouvrant ou en étant ouverts, mais nous avons capturé plusieurs savoirs, et cette pluralité de savoirs, c'est à nous maintenant de l'ordonner, de la maîtriser, de pouvoir mettre ça dans un vase, de pouvoir puiser là, ou de pouvoir les puiser ensemble. De savoir à quoi nous avons affaire à chaque fois que nous articulons, que nous ouvrons la bouche pour dire quelque chose, que nous puisons à cette pluralité architectonique. Et c'est superposé de cette manière, et c'est superposé d'une autre manière ailleurs. Faire en sorte que ces terrains s'entrecroisent, c'est déterminer un lieu de savoir et un lieu à partir duquel on énonce. Et ça, nous pouvons choisir de le faire avec notre mémoire multiple et aérée, justement, si nous sommes assez audacieux et assez libres de nous fixer des limites aujourd'hui de détermination de notre savoir et de notre chance de pouvoir savoir plusieurs choses à la fois, de déterminer où nous en sommes régulièrement. Oui, on a beaucoup parlé de savoir. On va enchaîner avec la politique. Il nous reste un peu de temps. Je disais tout à l'heure que le temps est notre ennemi. Le savoir, Felwine Sarr, a-t-il quitté le champ politique? Mais je pense qu'il n'a jamais été le cœur du champ politique. Le champ politique a sa raison. Il y a la raison politique. Et on aimerait bien que cette raison politique soit éclairée par une raison savante. Mais le grand débat, depuis la nuit des temps, c'est le rapport entre le politique et le savant. Et justement, on aurait espéré, comme Platon, que les philosophes soient rois. Mais de temps à autre, il arrive, tu vois, de temps à autre, une saison heureuse d'une histoire nationale où un philosophe est roi. Et encore faudrait-il que ce philosophe roi tienne de ses promesses. Et c'est la grande question, comment faire en sorte que les sociétés soient gouvernées par l'intelligence collective, par le savoir et par la sagesse. Et je pense que ça, c'est une quête des sociétés humaines. Ça n'arrange pas les politiciens? Non, mais bien évidemment que ça ne les arrange pas, parce que la raison politique, elle prime. Et quand le savoir converge avec la raison politique de l'époque, du moment, on peut avoir l'illusion que le politique tend l'oreille, puisqu'il a besoin de ce savoir-là, mais fondamentalement, la question c'est comment on met en place des modes de gouvernement de soi et de gouvernement du grand nombre qui se fondent sur ce que nous avons de plus intelligent. Et là, je pense qu'il y a une réinvention des formes de la démocratie qui doit être envisagée, et comment on met le savoir au pilotage, quoi. Comment on fait en sorte que la pirogue, ou bien que le capitaine, que celui qui tient la barre, ce soit le savoir qui tient la barre, ou ce que la société sait au mieux. Et là, je pense qu'il y a vraiment une vraie prospective dans les formes qu'il faut qu'on invente. Il faut qu'on invente des mécanismes qui font qu'à un moment donné, on dit ce ne sont pas les humeurs, ce ne sont pas les opinions, ce ne sont pas les peurs collectives, ce ne sont pas les illusions collectives, ce ne sont pas les lubies collectives, mais c'est la sagesse collective et le savoir collectif qui, justement, indique le chemin. Et ça, je pense qu'il faut qu'on pense sérieusement les formes
de comment on configure le destin ensemble. Le problème, le danger, ou peut-être, ce sont les politiques qui nous gouverneront, qui nous gouvernent. Et si la politique ne rime pas avec le savoir, où allons-nous? La question, c'est de comment on fait pour que des flancs de la société, ceux qui nous gouvernent, soient ceux qui sont les mieux armés de ce point de vue-là, ou que la société mette en place des mécanismes où elle tempère, où elle met des limites, où elle fait en sorte que ce qui nous met en mouvement, c'est ce que nous savons le mieux, c'est le meilleur de notre héritage. Et je pense que ça demande fondamentalement de repenser ce que l'on appelle l'espace démocratique, les espaces de délibération, comment nous décidons, les procédures, les mécanismes, et comment mettre ces critères de qualité au cœur de la dynamique et pas simplement des critères de quantité. Et ça, c'est une crise globale. Comment mettre la qualité au service? Et le gouvernement du plus grand nombre, ce n'est pas le gouvernement de l'intelligence collective, c'est totalement différent. Et ce désert spirituel dans le champ politique sert-il de terreau à la violence que l'on observe ça et là? Absolument, parce que l'un des principaux entrants de la violence, c'est l'ignorance. Et pour revenir à ce que Philomène disait tout à l'heure, il y a quelques années, j'observais les débats des primaires aux États-Unis et j'ai vu Trump. Je me dis, mais ce monsieur ne sera jamais élu parce que non seulement il ne sait pas, mais en même temps, il est un peu loufoque, il est assez étrange. Il y a maintenant Zemmour. Hein? Et voilà, et surprise, des mois plus tard, il a été élu. Donc, ce qui confirme qu'effectivement, le savoir n'a pas seulement quitté le champ politique. Je pense que depuis plusieurs décennies, le savoir n'est plus la chose principale qui irrigue la politique. Et vous en parlez tout à l'heure, vous parlez de Zemmour, qu'on fait passer pour un historien, un grand intellectuel, alors que c'est un imposteur, un falsificateur qui quand même raconte beaucoup de contre-vérités pour nourrir son propos, mais qui commence quand même à emporter beaucoup de foule. Et en fait, et ce qui est nouveau dans ces 10-15 dernières années, c'est le caractère outrancier des leaders politiques, en fait. C'est-à-dire le discours. C'est-à-dire que le discours est un discours d'outrance et d'outrage, et qu'en fait, il n'y a plus de limite. C'est que tu as l'impression, en fait, que l'expression basique qui dit plus ça choque, plus ça passe, est en fait aujourd'hui structurée en vraie pensée politique, pensée entre guillemets, et que en fait c'est distillé à travers des médias, à travers des canaux de communication qui sont très très polarisants. Parce que par exemple un canal comme Twitter qui a quand même fait beaucoup du discours Trump est un canal très de polarisation des discours, où l'avis nuancé, l'avis est un peu mise de côté au profit de l'avis tranché, au profit du clash, au profit de la dispute, au profit de l'insulte et de l'injure. Et pour certains, et pour nos pays, c'est encore beaucoup plus dangereux parce qu'il y a tout à faire. On a parlé de l'école, on a parlé de la santé. On aurait pu parler d'aménagement du territoire, d'assainissement, de mobilité urbaine, de plein d'autres choses sur lesquelles en fait il y a une vraie pensée, une vraie articulation entre la pensée et l'action, une vraie praxis en tout cas qui doit voir le jour. Et du coup, ce qui rend encore beaucoup plus dangereux le fait que nous ayons une classe politique irriguée par l'ignorance, irriguée par l'outrage et l'outrance, et que j'ai l'impression en fait que même le travail de réflexion, le travail de propulser des idées, quelque chose d'assez, c'est même pas que ça n'existe pas, mais c'est assez méprisé même en fait dans les classes politiques, dans notre personnel politique. Et effectivement, tout ceci nourrit l'ignorance, nourrit la violence et nourrit aussi d'autres formes d'expression politique qui ne sont pas des meilleures. Mais les hommes politiques ne viennent pas de la planète Mars, ils viennent de la société, professeur. Ils viennent de la société. Et d'une société qui, pour cette raison, a besoin impérativement d'être pensée. Il faudrait au moins que la pensée puisse s'emparer de la réalité, sous peine que la réalité soit agressée par une forme de pensée qui a toutes les raisons de faire disparaître les pensées adverses. Il faudrait que, à défaut d'avoir le philosophe roi, comme disait tout à l'heure Philomène, on puisse avoir de rois philosophes. Mais la démocratie, c'est 51%. C'est la chance d'être que 51% d'idiots puissent gouverner sur 49% de gens intelligents. C'est ce qui fait son extrême danger. C'est ce qui a fait frémir tous ceux qui l'ont approché, parce que simplement c'est la loi du nombre. Et il n'y a rien de plus. Ou bien la dictature du nombre. Oui, la dictature du nombre, si on préfère. Et il n'y a rien de plus terrible
que le nombre qui gouverne et qui dicte ses règles à partir de lois fondamentalement justes. C'est 51%, on est d'accord, c'est 51% d'idiots qui gouvernent 49% de gens intelligents. La dictature du nombre, la dictature de la pensée unique, on l'a vu, ça fait tilt, bien ça avance lentement mais sûrement sur les réseaux sociaux. Qui fait barrage? Les intellectuels? Ils devraient pouvoir le faire, mais hélas, en tout cas, ce n'est pas encore le cas, parce que la logique de la parole dans ces espaces-là est une logique qui encourage justement, comme Amélie le disait, une parole non articulée, improductive. Sur Twitter, quand vous avez 180 signes qui vous limitent, qu'est-ce que vous pouvez dire de sérieux et de construit dans un espace qui, même dans les formes de production de la parole qu'elle propose, ne donne pas l'espace à la nuance, ne donne pas l'espace au déploiement de la pensée. Donc je pense qu'il y a un problème de lieu. Où sont les lieux de la pensée? Comment dans l'espace de la société on crée? Ici, c'est un lieu où on a pu, pendant 1h30, discuter sérieusement de questions importantes, avoir le temps de déployer une idée, avoir le temps de l'étayer, avoir le temps de nous écouter les uns et les autres, avec quelque chose qui en sort. Donc je pense qu'il faut créer dans l'espace sociétal plusieurs lieux de ce genre, des lieux où la pensée se dit, se nourrit, se féconde, etc., pour contrebalancer les lieux de l'hubris, de la démesure, de la pulsion. Donc ça, c'est un travail au cœur des sociétés. Et je pense qu'il ne faut pas être idéaliste de ce point de vue-là. Je veux dire, collectivement, nous sommes d'abord mus par des passions collectives pas très éclairées. C'est un travail sur soi de faire le départ et le tri entre les passions qui nous éclairent et celles qui nous obscurcissent. Nous sommes d'abord emportés par les autres. Je veux dire, la colère est plus facile que la tempérance. Le jugement à l'emporte-pièce est plus facile que la réflexion apaisée et sage. Et ça, c'est un défi que tout individu a à faire avec. Donc pourquoi voulons-nous qu'au niveau collectif, ça soit l'inverse, s'il n'y a pas un travail actif dans ce sens. Donc je pense qu'il ne faut pas négocier le fait qu'au sein des sociétés, il faut créer des espaces de culture, au vrai sens du terme, une pluralité d'espaces de culture et d'édification où justement des flancs de la société ont fait émerger donc, ces lieux de la pensée pour que la pensée irrigue ou bien qu'elle mette des barrières et des haies contre l'ombre et la nuit qui toujours nous guettent. Et malheureusement, le nouvel espace public, malheureusement ou heureusement, on va finir très rapidement, ce sont les réseaux sociaux. Il faut C'est vous qui êtes le lieu où se règlent justement... Les médias. Oui, les médias. Parce que vous permettez à la pensée, aujourd'hui, à n'importe quelle pensée, de pouvoir aller là où elle n'a jamais rêvé pouvoir aller. Vous lui donnez des ailes. Vous lui donnez un public qu'il n'a jamais pensé atteindre. Et aujourd'hui, gratuitement. C'est ça le lieu de la pensée, c'est l'espace qu'on lui trace désormais, qui n'est plus un espace limitable, sauf évidemment impossibilité de diffuser, mais où elle peut aller et produire les effets les plus nocifs, les plus dangereux. Ouais. Ce qui fait que entre l'explosion des moyens de diffusion aujourd'hui et de communication et la violence des discours, il y a une sorte de contemporanéité et une sorte également de présence de l'une à l'autre qui fait que ça les arrange parfaitement. Oui. Ça les arrange parfaitement. Et il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, les intellectuels doivent envahir ces lieux-là. Alors, oui, les intellectuels, effectivement, doivent... Pour faire barrage un peu à cette... Et on va finir avec Hamidou Anna. Les intellectuels doivent être beaucoup plus présents dans ces lieux-là, mais aussi c'est des lieux à construire et à penser différemment. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on réfléchissait dans les médias à des émissions d'idées qui promeuvent les idées, qui promeuvent les livres, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, moi, j'ai pensé un jour, au-delà d'une émission qui parle de la production intellectuelle des auteurs, des écrivains, mais aussi, pourquoi pas, inviter les hommes politiques qui parlent de leur lecture. Oui. De leur lecture. Et c'est comme ça aussi, à mon avis, qu'on crée des espaces où la différence se fera, où on verra aussi qui est en tout cas dans une ambition de pensée ou pas. En tout cas, le temps, on peut discuter jusqu'à 3 heures de temps sur les thèmes. Malheureusement, l'aspect sécuritaire n'a pas été pris en charge dans cette émission, la première émission de Belle Ligne pour l'année 2022. Professeur Mamoussé Diagne, merci d'être là.
Je vous remercie de m'avoir permis de m'adresser, comme je le fais de moins en moins, compte tenu de cette invasion de l'espace public de discussion par la non-discussion, par la fermeture ce soir. Et je pense que ce que nous venons de faire là, et ce que nous venons d'expérimenter, le prouve assez qu'il est possible de discuter hors de ces espaces, justement, et donc d'inventer de nouveaux espaces de discussion. Sinon, on laisse tout l'espace aux autres qui ne veulent pas discuter, mais taper. Et à ce moment-là, arrivera un moment où il n'y aura plus de zone d'exclusion par rapport à ces espaces qu'on désignait il y a un instant. Merci pour Felwine Sarr d'être là. Et merci de nous avoir donné l'opportunité de converser avec le prof Mamoussé Diagne et de converser avec Hamidou Anne. Hamidou Anne, merci. Et c'était vraiment très précieux. Merci beaucoup d'être là. Merci Pavalune et merci pour l'opportunité de débattre avec Felwine et le professeur Mamoussé Diagne. Et ce fut un très grand honneur pour moi. Merci. Un grand honneur également d'avoir réuni ce plateau spécial pour la première émission de Belle Ligne. Merci également à l'équipe technique. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce Belle Ligne spécial 2022. Bonne année à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur ITV.